La vérité. Qu'est-ce que c'est, au fond? On a tendance à penser que c'est quelque chose de solide, un fait objectif qu'il suffit de découvrir. Mais, et si cette idée même, cette vision de la vérité, eh bien si elle avait été inventée? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, l'histoire assez incroyable de la naissance de notre concept de vérité. Cette phrase, elle vient d'une des plus grandes tragédies grecques, Oedipe Roi. Et l'objectif de cet ardre est très clair. Il faut trouver un coupable pour mettre fin à une épidémie qui ravage la cité. Isoler la source du mal pour guérir la société. Ce raisonnement a quelque chose de très moderne, non? On dirait presque une procédure de santé publique, une logique d'enquête. Eh bien la réponse, d'après le philosophe Michel Foucault, c'est que cette pièce est bien plus qu'une simple histoire. C'est un véritable tournant. C'est l'acte de naissance d'une idée qui va tout changer. L'idée que la vérité, c'est quelque chose de caché, quelque chose qu'il faut aller déterrer, mettre au jour, grâce à une enquête. Bref, c'est l'invention de la vérité telle qu'on la conçoit encore aujourd'hui. Alors pour bien saisir à quel point c'est une invention, il faut faire un petit voyage dans le temps. Allons dans un monde où la vérité signifiait quelque chose de complètement différent. Bienvenue dans la Grèce d'Homère. À l'époque, des héros de l'Iliade oubliaient les preuves et les faits. La justice, c'était une confrontation publique, un véritable duel. La vérité n'était pas une chose qu'on découvrait, non, c'était une chose qu'on gagnait. Le vainqueur, ce n'était pas celui qui avait raison au sens où on l'entend, mais celui qui avait le plus de pouvoir, le statut le plus élevé et qui osait prêter le serment le plus terrifiant. Ces duels judiciaires, c'était une forme d'agone, une sorte de compétition ritualisée. La victoire ne reposait pas sur les faits, mais sur la force du serment, le prestige social et le courage de relever le défi. Même les témoins ne venaient pas pour raconter ce qu'ils avaient vu. En fait, ils venaient pour parier sur un camp, pour lier leur propre sort à celui qu'ils soutenaient, risquant la colère des dieux. Et c'est ça le point absolument crucial. Le juge, dans cette histoire, il n'est pas là pour trouver qui dit vrai. Pas du tout. C'est juste un arbitre. Son seul travail, c'est de s'assurer que les règles du combat sont bien respectées. La vérité, eh bien, c'est tout simplement la parole de celui qui gagne. Voilà. Et pour les menteurs, ça on laissait les dieux s'en charger plus tard. C'était leur problème. Alors, comment est-on passé de ce système de duel à notre quête de la vérité? Eh bien, tout a basculé. Le monde grec a été secoué par d'énormes bouleversements sociaux et politiques au 7e et 6e siècle avant notre ère. En un temps très court, tout change. La façon de faire la guerre, la façon de faire du commerce avec l'arrivée de la monnaie et la façon de faire la loi. Et d'un coup, la société a eu besoin d'autre chose. Une vérité qui ne dépende plus du statut ou du pouvoir, mais qui soit mesurable, universelle et que tout le monde puisse vérifier. Prenons l'exemple de la phalange hoplitique. Ce n'est pas juste une technique militaire, c'est une véritable révolution sociale. La victoire ne repose plus sur l'exploit d'un héros solitaire, mais sur la cohésion de tout le groupe. Chaque soldat protège son voisin avec son bouclier, et en retour, il est protégé par l'autre. La survie devient une affaire collective, une question d'harmonie et de confiance. Et cette nouvelle société, entièrement basée sur l'interdépendance, ne pouvait plus fonctionner avec des règles arbitraires, qui changent au gré des puissants. Non, elle avait un besoin vital d'une loi commune, d'un ensemble de règles stables, publiques, qui s'appliquent à tous, de la même manière. C'est là que naît le nomos. Il faut imaginer le changement radical que ça représente. Avant, la loi était un secret, presque une arme détenue par quelques familles nobles. Avec le nomos, la loi est écrite, affichée sur la place publique. Elle devient un bien commun, accessible à tous, et elle appartient à tous les citoyens. On bascule donc d'un système où la loi est un instrument de pouvoir au service de quelques-uns à un système où elle devient un outil public pour organiser la vie de toute la communauté. Ce n'est plus une question de domination, mais un principe pour distribuer le pouvoir politique. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle figure apparaît, le sage. Pour écrire une loi juste, ce législateur doit se placer au milieu, en dehors des conflits, loin du pouvoir et de la richesse. C'est sa neutralité, sa pureté, qui lui permettrait de voir l'ordre juste du monde et de le traduire en loi pour la cité. L'idée d'une vérité objective, impartiale, venait de naître. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ, Oedipe. Il est le premier grand héros de cette nouvelle façon de connaître le monde, et son histoire nous a laissé un héritage absolument immense. L'enquête d'Oedipe devient le grand modèle de la vérité occidentale. C'est ça notre héritage. Cette conviction profonde qu'il existe une vérité, quelque part, cachée, et qu'avec une enquête rigoureuse, en rassemblant des preuves, des témoignages, on peut la révéler. Et que cette révélation a un pouvoir presque magique, un pouvoir purificateur, capable de restaurer l'ordre. C'est tout simplement le socle de notre science, de notre philosophie et bien sûr de notre justice. Au final, ce que l'analyse de Foucault nous montre, c'est que ce qu'on appelle la vérité n'est pas une chose absolue tombée du ciel. C'est un système, un outil qui a été inventé pour répondre à des besoins bien précis, à un moment donné de l'histoire.
Et ça nous laisse avec une dernière pensée un peu vertigineuse. Si notre façon de chercher la vérité a une histoire, si elle a été inventée, est-ce qu'un jour elle pourrait être réinventée ?